Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs investissements immobiliers. On sait que l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français, à juste titre. L'immobilier, le problème, c'est qu'il y a plein de types d'immobilier, entre l'immobilier de logement, de commerce, les parkings et les garages. Bref, c'est difficile de s'y retrouver, donc on va étudier tous les types d'immobilier un par un, avec les avantages, les inconvénients, les rendements moyens. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, dans l'immobilier, pour réussir, c'est bien d'investir le plus tôt possible, d'accord, puisque c'est là où on a les meilleurs rendements, puisque, effectivement, quand tu achètes de l'immobilier à 20 ans, tu peux en profiter jusqu'à ta fin de vie, et ta fin de vie est beaucoup plus lointaine que quand tu investis à 40, à 50 ou à 60 ans. Donc ça, c'est la première règle. Ensuite, pour choisir le type d'immobilier qui peut te correspondre, il faut déjà se poser la question de quels sont mes objectifs. Et donc pour ça, en fait, j'ai répertorié 4 objectifs qu'on va voir sur le tableau présenté maintenant. Alors ton premier objectif, ça peut être tout simplement de te constituer un patrimoine, d'accord? C'est-à-dire que tu gagnes bien ta vie, tu as besoin en fait juste d'accumuler du capital, tu n'as pas besoin de revenus supplémentaires, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu vas chercher des investissements qui vont t'offrir une plus-value à la revente, puisque tu veux que ça se valorise dans le temps sans forcément avoir de gros rendements. Donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir acheter dans des grandes métropoles, des petits studios, des choses comme ça. Tu vas investir bien évidemment dans ta résidence principale, d'accord, mais tu vas aller dans des emplacements géographiques où tu supposes en tout cas que le prix va s'apprécier dans le temps et non se déprécier. Pour ceux qui cherchent en fait un revenu complémentaire à court terme, ils vont aller sur de l'immobilier hyper rentable, parce que si tu dois investir avec un crédit, tu as besoin que ton crédit, les charges et les impôts soient entièrement couverts par le loyer, et que le surplus de loyer serve en fait à te dégager un revenu à court terme, d'accord. Donc là on va aller sur des classes d'actifs beaucoup plus rentables, comme les parkings, la colocation, la location courte durée. Pour ceux qui cherchent un investissement complémentaire à long terme, par exemple pour la retraite ou à 15 ou 20 ans, ils peuvent aller sur des investissements moins rentables et aller chercher plus des choses plus tranquilles, d'accord, comme les CPI, le LMNP géré ou la résidence principale, d'accord. Ce sont des choses où il n'y a pas d'ennui avec les locataires, avec les travaux, les rendements sont pas terribles, mais c'est compensé par l'absence de travail. Enfin, pour ceux dont la problématique principale c'est de créer du patrimoine pour le transmettre à ses enfants, dans ce cas-là, on va plutôt aller vers des investissements qui peuvent être achetés en société, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de transmettre des sociétés plutôt que de transmettre de l'immobilier. Donc là, on pense bien évidemment aux SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, dit aussi peer papier. C'est extrêmement facile à transmettre aux enfants, puisque comme on ne s'occupe pas de sélectionner les biens, de les gérer, de les revendre, de les louer, même si ton enfant il habite à 300 ou 1000 ou 10 000 km de chez toi, le jour où tu veux lui transmettre une part de SCPI, lui c'est un investissement financier basé sur de la pierre, certes, mais c'est un investissement financier. Alors que si on veut lui transmettre vraiment de la pierre et qu'on veut partager entre deux enfants de manière équitable, là on va faire appel à par exemple la société civile immobilière, la SCI, et par contre effectivement il faudra confier la gestion à un professionnel qualifié si les enfants habitent loin ou n'ont pas d'intérêt pour les investissements immobiliers. Maintenant qu'on a vu les 4 objectifs et les classements immobiliers qui correspondent en fonction des objectifs, ceux qui peuvent être intéressants pour toi, je vais te les présenter en détail sous une nouvelle classification. C'est-à-dire qu'on va commencer par ceux qui sont les plus rentables, ensuite on verra ceux qui se louent le plus facilement, et pour ceux qui ne veulent pas de travaux, pas de gestion, on verra en fait les investissements qui correspondent à ces critères-là. Alors bien évidemment, quand on parle d'investissements les plus rentables, on ne peut pas passer à côté des parkings et des garages. C'est mon investissement fétiche, tu le sais. Je suis propriétaire de 240 garages, un rendement moyen de 13% net de charge. C'est accessible à tout le monde, puisque ça peut démarrer de 2, 3, 4 000, 5 000 euros une place ou un garage en province. Monter sur, en moyenne, c'est 20 000 euros à Paris, avec des pointes à 30, 40, 50 000 en fonction des investissements. Des rendements qui sont tout à fait corrects, puisque même dans les grandes villes, on est à 4-5% net de charge, et on peut doubler facilement ces rendements pour s'approcher du 8, 9, 10 net de charge, à condition de respecter les bonnes règles et d'avoir les bonnes stratégies. Je l'ai classé cet investissement dans les meilleurs, les plus rentables, mais c'est aussi très intéressant parce qu'il n'y a pas de travaux, il y a une protection juridique qui est intéressante par le code civil, on n'est pas soumis aux lois climat, aux lois allure, bref, c'est quelque chose de très sécurisé. On a beaucoup de locataires, donc s'il y en a un qui fait défaut, ça se voit même pas, et puis ça met pas en péril tout l'investissement. On préférera les parkings, les box et les garages au parking qui répondent en fait à un double besoin de
stationnement et de stockage, d'accord. Second investissement extrêmement rentable, on va parler de la location courte durée, puisque effectivement, selon l'emplacement, des fois une semaine de loyer en location saisonnière, eh bien ça peut rapporter l'équivalent d'un mois. Donc forcément, si on arrive à maintenir un taux de vacances locatives relativement bas, eh bien on arrive à multiplier en fait les revenus annuels par 2, par 3, d'accord. Mais il faut pour cela effectivement bien maîtriser la vacance locative, choisir des lieux en fait qui sont propices à la location saisonnière, que ce soit pour une clientèle professionnelle ou une clientèle particulière qui viendrait à la mer, à la montagne, dans une ville historique, une ville thermale, et de vraiment bien faire le boulot, parce que forcément c'est pas un hasard si on a un régime fiscal qui est intéressant, qui est le loueur meublé non professionnel, c'est classé dans les activités de bénéfices industriels et commerciaux, d'accord. C'est du commerce, et donc comme on fait du commerce, eh bien il faut savoir que c'est chronophage, d'accord. C'est pour ça que moi j'en fais pas, parce que je sais que ça prend du temps. Quand je vois mes amis investisseurs qui en font, eh bien ils sont on est en vacances ensemble, ils sont en train de gérer leur Airbnb et de gérer les plannings, de gérer les sorties, les entrées, les petits pépins, de répondre aux locataires. Donc c'est extrêmement rentable, mais c'est aussi chronophage, et puis c'est plus risqué aussi parce que on a vu qu'en termes de pandémie par exemple, quand tout s'arrête et que les voyages sont interdits, eh bien il y a une clientèle en fait qui ne vient plus, et donc on a vu des investisseurs en fait devoir revendre très rapidement en fait leur meublé, en tout cas tout ou partie, parce que quand il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus d'argent qui rentre. Autre risque de la location saisonnière, c'est que si on veut investir dans des grandes villes, eh bien souvent c'est beaucoup plus rentable, et donc on va préférer avoir des touristes que des locations à l'année. Le problème c'est que les mairies n'aiment pas ça, ils n'aiment pas voir en fait les habitants relégués en première voire en deuxième couronne des grandes villes, et donc il y a des réglementations, des taxes en fait qui sont mises en place pour limiter la location saisonnière. Donc on voit que c'est un environnement législatif qui bouge, avec des procès régulièrement entre la mairie de Paris, Airbnb, et il faut vraiment faire attention quand tu vas sur ce secteur-là. Autre secteur qui lui n'est pas autant régulier et aussi mis en avant sur la scène médiatique, ce sont les colocations meublées, où là effectivement on va prendre une grande surface qui habituellement était réservée à une famille avec enfants, un appartement ou une maison, et on va le diviser en chambres qu'on va louer meublées et à plusieurs locataires, d'accord. Donc au lieu d'avoir un seul locataire qui est une famille, où on aurait un rendement qui serait tout à fait dans la moyenne entre 3, 4, 5, 6% net de charge, et bien là on va pouvoir multiplier par 1,5 le rendement, parce que on va avoir 5, 6, 7, 8 colocataires. Alors, on comprend tous le principe, c'est extrêmement rentable. Par contre, effectivement, ça demande des travaux pour aménager déjà le bien en soi. Donc, ceux qui sont allergiques aux travaux, il ne faut pas vraiment aller vers les colocations. Le bien s'usant plus vite, parce qu'il y en a beaucoup plus de personnes qui vivent dedans. C'est pas la même chose, tu vois, quand il y a des enfants de 2 ans qui vivent dans une maison avec 2 parents, que 5 étudiants et jeunes actifs qui font la fête régulièrement. Donc, on fera attention, parce que l'usure en fait du bien, il va s'user beaucoup plus rapidement. Autre point très très important, c'est que comme on s'adresse à un public jeune, moi j'ai fait de la colocation quand j'étais jeune, d'accord, quand j'avais 20 ans jusqu'à mes 24 ans, j'étais en colocation. Le minimum, je suis resté 4 mois, 6 mois, maximum c'était 1 an et demi, d'accord. Donc on voit bien que, en fait les colocataires, on bouge pour un nouveau boulot, pour un stage, pour une fin d'études, pour une peine de cœur ou un nouvel amour. En fait c'est très très mobile en fait comme clientèle, comme locataire, et donc il faut absolument, du fait qu'il soit jeune, être à l'aise avec poster des annonces, faire des visites. Il faut aussi faire attention à l'ambiance qui règne au sein de la colocation, parce que c'est pas forcément évident, et souvent les colocataires qui posent les problèmes, qui créent la mauvaise ambiance, sont ceux qui restent, et c'est extrêmement difficile en fait derrière d'avoir quelque chose qui soit stable sur le long terme. Donc ça demande beaucoup d'efforts locatifs, et c'est la contrepartie du rendement. Alors dans l'immobilier qui est aussi très très rentable, on va parler de l'immobilier professionnel, c'est-à-dire que quand tu vas sur les bureaux, les commerces, les entrepôts logistiques, là on a des rendements en fait qui sont vraiment intéressants, du 8, 7, 8% assez facilement, d'accord. Ça veut dire que quand on a des rendements comme ça, il y a aussi du risque en face, et que ce risque c'est principalement celui de la vacance locative, c'est-à-dire que quand une entreprise fait faillite, eh bien c'est un processus qui prend du temps, donc pour récupérer le local, donc ça veut dire des moments où le loyer n'est pas payé, et puis derrière, quand le local est vide, pour retrouver un locataire professionnel, ça se loue vachement moins bien qu'un logement, tout simplement, puisque l'entreprise elle va avoir ses contraintes en fonction de ses clients, en fonction de son matériel, en fonction de ses salariés, en fonction des bureaux, de la surface, bref, c'est extrêmement compliqué de matcher en fait un local avec une entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on a du rendement qui est affiché, qui est plus important, parce que en contrepartie, on a des taux de vacances aussi qui sont plus importants. Malgré tout, c'est intéressant d'investir
dans l'immobilier professionnel, parce que souvent on va être sur du commerce, donc on va être sur des baux à très longue durée, on va avoir du 3, 6, 9 ans, et donc ça veut dire qu'on va avoir des locataires qui vont rester en place très longtemps, et si le business se passe bien, d'accord, mais bon, on sait que il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite quand même, eh bien on peut partir sur des locataires qui sont là pendant de longues années avec des bons rendements. L'avantage c'est que ça peut être fait en direct, et puis si on n'aime pas, on peut aussi l'investir via des parts de SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, qui vont se charger d'acheter des bureaux, des murs de commerce, de centres commerciaux, avec des billets d'entrée qui se chiffrent en millions d'euros, qui ne sont pas accessibles à la plupart des investisseurs, mais pour 200, 300, 1000 euros la part, eh bien tu peux accéder à un patrimoine immobilier diversifié. On va maintenant passer à la catégorie des investissements immobiliers qui se louent le mieux. Alors pour moi, l'investissement immobilier qui se loue le mieux, c'est celui où il n'y a pas de locataire. Et donc tu as peut-être deviné, c'est la résidence principale, puisque quand tu habites dans ta résidence principale, eh bien tu n'as pas les soucis des locataires. Et ça, c'est un énorme plus dans l'immobilier traditionnel du logement, parce que le locataire, c'est quand même celui qui te pose le plus de soucis, parce que c'est lui qui crée les dégradations, c'est lui qui n'entretient pas le bien. Bref, quand c'est toi qui habites dedans, forcément, tu n'as pas de problème avec ton locataire, puisque à moins d'être schizophrène ou bipolaire, eh bien tout se passe bien entre toi et toi. Donc la résidence principale, c'est bien évidemment un des meilleurs investissements immobiliers, c'est celui qui est préféré par les Français, puisque on est plus d'un sur deux en fait à détenir sa résidence principale. Moi, petite exception, je ne détiens pas ma résidence principale, j'ai préféré commencer par les investissements locatifs. Pourquoi ? Grâce en fait ou à cause de l'effet de levier. La grosse erreur qu'on fait quand on achète sa résidence principale en général, c'est qu'on l'achète à crédit, qu'on veut la plus belle, la plus grande des maisons, des appartements, le mieux placé possible, et donc on va voir son banquier, on lui dit c'est quoi mon budget maximum, et donc il vous dit voilà c'est tant, et on va chercher le bien pour le budget maximum. Et quand quelques années après on se dit tiens, ça serait bien que je prépare ma retraite, ou ça serait bien que je prépare les études de mes enfants, ou j'aimerais bien un petit complément de revenu et investir à crédit, et là on s'aperçoit qu'on est déjà au taquet de son taux d'endettement. Et donc c'est extrêmement difficile en fait de le faire baisser, parce que ça veut dire trouver des investissements hyper rentables pour compenser. Donc si on investit dans sa résidence principale, ce que je conseille, parce que c'est très bien pour la retraite, parce qu'une fois que l'emprunt est remboursé, on n'a plus le loyer à payer, on a juste les impôts locaux, et c'est exonéré de plus-value aussi, donc c'est très intéressant. Alors exonéré de plus-value, mais on ne peut pas déduire les travaux non plus de sa fiche d'imposition, donc il faut faire peser le pour et le contre, mais grosso modo, il y a quand même beaucoup de pour dans la résidence principale. Il faut juste faire attention au fameux taux d'endettement et pas aller au taquet, garder de la marge pour pouvoir faire d'autres investissements immobiliers et diversifier, ne pas tout miser son patrimoine dans la résidence principale, parce que c'est quelque chose qui ne rapporte pas de loyer, qui éventuellement crée une économie de loyer quand l'emprunt est remboursé, mais ça ne crée pas de revenus supplémentaires. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pas très liquide non plus, parce qu'en fonction des phases de marché et des biens recherchés, un appartement en ce moment à Paris, ça se vend un peu moins bien qu'il y a 10 ans. Mais ça sera peut-être l'inverse dans le futur ou pas, on n'en sait rien, d'accord. Donc c'est beaucoup d'argent immobilisé dans un seul bien, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Autre investissement qui se loue très bien, ce sont les investissements dans le neuf, d'accord. C'est-à-dire que quand tu investis dans un programme neuf, tu es aux normes de vie, d'accord, au niveau de la taille des pièces, tu es aux normes thermiques, phoniques, enfin bref, tu es par rapport aux dernières normes, tu es à jour, d'accord. Et puis tu pars sur quelque chose de neuf, donc a priori pas de travaux pendant une dizaine d'années, voire plus. S'il y a des malfaçons, et ça arrive malgré tout, on a la garantie décennale, on peut actionner contre une procédure assez longue et coûteuse, mais si on sélectionne bien son promoteur avec quelqu'un de fiable qui a déjà fait des projets, qui a choisi un bon emplacement, ça peut tout à fait être intéressant. Il y a aussi la possibilité, en fait, donc d'un point de vue locataire, ça se loue très bien, à condition, effectivement, on en revient toujours à cette règle de l'emplacement. On fera attention à la carotte fiscale, d'accord, parce que bien évidemment, les promoteurs immobiliers mettent en avant les programmes de défiscalisation. On a eu le Bordeaux, le Robien, le Pinel, bref, le de Normandie. Tu prends le nom du ministre du Logement actuel et puis tu mets à jour la vidéo tout seul, puisque tu auras le nom du nouveau programme de défiscalisation. Les vendeurs de rêve des promoteurs vont mettre en avant la défiscalisation que l'État a fait. Alors pourquoi l'État sponsorise ? C'est pour créer des emplois dans le bâtiment, créer de la TVA, créer des revenus futurs pour les collectivités locales, donc de nouveaux impôts, répondre aussi à une demande de besoin, mais grosso modo on se dit que quand ce qu'il donne d'un côté, il va le reprendre de l'autre. Donc il faut faire attention à toi quand tu achètes, surtout à la revente, parce que c'est bien gentil que l'immobilier neuf se loue très bien, mais le neuf, dans 10 ans, dans 15 ans, ça devient de l'ancien.
d'accord? Donc ça veut dire que tu peux être en concurrence avec de l'ancien qui est à 500 mètres ou 200 mètres de ta résidence neuve dans 15 ans. Et quand tout le monde aura fini son programme de petite défiscalisation au bout de 9 ans, au bout de 2 ans, et tout le monde va vouloir vendre dans la copro, je te garantis que, en général, les sorties se passent assez mal. On parle même pas de ceux qui se déplacent pas, qui investissent dans des villes à 500 km de chez eux, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, où là, effectivement, on se retrouve avec des exemples où il y a des villes qui ont été surconstruites avec des appartements qui n'arrivent pas à se louer, et donc forcément, si tu n'arrives pas à louer, tu n'as pas des fiscs qui va avec. Donc, bref, des investissements qu'on croyait financiers, qui en réalité sont des investissements immobiliers, donc il faut faire extrêmement attention. Mais le neuf, ça se loue très très bien et ça peut être intéressant à condition de le faire comme un vrai investissement immobilier et de respecter les règles en vigueur. Ce qui se loue très bien et qui requiert moins de gestion que les colocations ou la location courte durée, c'est bien évidemment de louer à l'année. Quand on loue en location nue ou en loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire en meublé, on a un locataire qui est là pendant des années, d'accord? C'est-à-dire que nous, par exemple, on loue notre maison, ça fait déjà 5 ans qu'on est là et le locataire, lui, il a le loyer tous les mois et c'est vraiment très très peu chronophage pour lui, à part un petit souci de par-ci par-là, mais c'est vraiment minime comparé à une location courte durée ou une colocation. L'avantage de louer en meublé, c'est qu'on va avoir un loyer qui va être 10, 15, 20% plus cher, donc ça va être un petit peu plus rentable. On va ouvrir aussi le régime fiscal du loueur meublé professionnel qui est plus intéressant que les revenus fonciers. A contrario, on va avoir plus de turnover, parce que forcément, quand on a juste à venir avec ses bagages, c'est aussi beaucoup plus simple de prendre ses bagages et de s'en aller que quand on vient avec tous ses meubles et sa cuisine. Donc on fera attention à sélectionner les bons types d'immobilier, aux bons emplacements en fonction de la cible qu'on veut, au locataire type dont on a envie. Il faut surtout faire très très attention avec ça, parce que par exemple moi quand j'ai acheté mon immeuble à Chemillé qui est au sud d'Angers, j'avais pas en fait compris que mon locataire type ça allait être du cas social, d'accord, du cas social pardon. Donc forcément j'étais déçu et je pensais que j'allais plus être sur des étudiants, des jeunes actifs, ce que j'ai eu, mais j'ai eu aussi beaucoup de cas sociaux, donc il faut vraiment faire attention à bien sélectionner et à faire très très attention avec ça. Moi j'ai perdu de l'argent dans un immeuble de 4 appartements, j'ai perdu 20 000 € en 3 ans parce que effectivement j'avais mal compris le rapport entre ce que je proposais et le type de locataire que j'avais. Je me suis fait déborder par des travaux qui étaient imprévus, qui m'ont coûté de l'argent, qui m'ont coûté du temps. J'ai eu aussi des problèmes avec certains impayés, un courrier de la commission de surendettement du Mans qui m'a vraiment pas fait rigoler. Voilà, beaucoup de turnover, beaucoup de locataires aussi qui appellent dès qu'il y a une coupure d'électricité, dès qu'il y a une fuite d'eau, dès qu'il y a un store qui marche pas ou un chauffe-eau qui fuit. Bref, c'est très très chronophage, beaucoup moins que la location courte de durée, mais beaucoup plus que l'investissement dans les parkings et les garages. Aujourd'hui, gérer 240 locataires, c'est pas compliqué par rapport à gérer quelques dizaines de locataires d'appartements. On peut aussi noter que le logement à l'année, c'est de plus en plus régulé. D'accord, c'est-à-dire que contrairement à la location courte durée, on est encore sur des baux de code civil. Là, on est sur des baux qui sont extrêmement encadrés. On est sur la loi du 7 juillet 1989, la loi Allure, et donc forcément, c'est des encadrements des loyers, ce sont des contraintes, des baux où il faut vraiment tout. Les rapports locatifs sont détaillés finement, et donc il y a peu de marge de manœuvre. Il y a une grosse sécurité pour les locataires parce que bien évidemment, les mettre dehors, c'est les mettre à la rue, donc c'est normal qu'ils soient protégés. Dernièrement, on a aussi les lois climat qui inquiète beaucoup les propriétaires de passoires thermiques. Moi, l'écologiste en moi se réjouit de cette loi-là parce que je trouve pas ça a abusé en fait de faire payer des locataires des factures de chauffage complètement absurdes parce que le propriétaire lui ne veut pas investir dans l'isolation thermique du logement. Donc moi je pense qu'il y aura des affaires à faire dans les années à venir parce qu'il y a des locataires, les logements. Dans les années à venir, les plus mal notés, c'est-à-dire les G, les F et les E. Alors les E c'est en 2034, mais ça vient vite, 2034. Les G, je crois que c'est en 2026. Donc il va vraiment falloir faire très très attention à bien faire les travaux là-dedans. Et d'une manière générale, de toute façon l'immobilier, ça s'entretient. Sauf pas quand il y a 3 murs et une porte et un toit, ça s'entretient aussi, mais c'est quand même beaucoup moins coûteux quand on entretient un garage qu'un logement.
Voilà, donc ça me fait ma transition vers la troisième catégorie d'investissement immobilier, ceux qui ne requièrent ni gestion ni travaux, et donc bien évidemment on va parler des SCPI, d'accord, ce qui était notre cible pour les investisseurs notamment qui ont un objectif de transmission. Alors SCPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier, on appelle ça aussi la pierre papier, où en fait c'est une société qui récolte l'épargne de plusieurs investisseurs immobiliers, c'est accessible entre 200 et 1000 euros la part, et qui va aller acheter en fait une thématique d'immobilier, que ce soit des murs de maisons de retraite, des murs de boutiques, des murs en centre-ville, dans les centres commerciaux, des entrepôts logistiques, des bureaux, bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. L'avantage, c'est qu'effectivement, tu deviens propriétaire immobilier d'un parc extrêmement diversifié en termes de type d'immobilier, mais aussi d'un point de vue géographique, réparti sur un grand nombre de locataires aussi. Donc c'est vraiment intéressant. T'as pas de gestion à faire, t'as pas de visite immobilière, t'as juste la sélection de la SCPI à faire et puis après on oublie. Par contre, effectivement, tu perds tout le contrôle puisque forcément le gérant lui il va faire tout le boulot pour toi et derrière toi tu n'as plus qu'à encaisser les loyers quand ça va bien, parce que effectivement il y a des SCPI où ça peut se passer beaucoup plus difficilement. Voilà, le rendement il n'est pas ouf puisqu'on arrive à 4% net de tout frais, etc. Moi j'en ai pas parce que effectivement je suis déjà hyper exposé dans l'investissement immobilier, donc même pour rediversifier dans l'immobilier ça me semble pas assez rentable, pas d'effet de levier possible parce que je peux aller emprunter auprès de ma banque pour acheter des SCPI, mais je serai en cash flow négatif. Donc quand je sais faire du cash flow positif avec les garages, ça m'embête un petit peu d'aller faire du cash flow négatif et d'investir dans des actifs qui soient moins rentables, d'accord. Mais pour quelqu'un qui a déjà du patrimoine, qui n'a pas de temps pour s'occuper de l'immobilier, la SCPI, ça peut être extrêmement intéressant. À noter aussi les SCPI en démembrement où on peut acheter juste la nue propriété, donc ça ce sont pour les personnes les plus fortunées qui n'ont pas besoin de revenus parce qu'on achète la part en décote, puisque forcément on n'a que la nue propriété, on n'a pas l'usufruit, et puis derrière on ne déclare pas aussi ça dans l'impôt sur la fortune immobilière. Autre investissement qui se gère très facilement, ce sont tout ce qui est LMNP géré, donc les investissements dans les chambres d'étudiants, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, où là on peut être propriétaire d'un appartement et ou dans les résidences de tourisme, et il y a un gestionnaire en fait qui s'occupe de louer l'appartement, qui fait les travaux, l'entretien, la gestion de la copro et qui te reverse en fait les loyers. Le problème de ce secteur-là en fait, c'est que chat est chaud des craint l'eau froide. Il y a quand même eu des scandales assez retentissants les dernières années, notamment sur les résidences appart-hôtel ou sur des résidences de tourisme, où en fait on se rend compte que les intérêts du gestionnaire sont pas alignés avec les intérêts de l'investisseur. Le gestionnaire, c'est souvent une filiale du promoteur qui a construit les murs, donc déjà il se rémunère une première fois sur la plus-value qu'il fait dans les murs, et puis derrière il se rémunère sur les frais de gestion de ça. Sauf que pour lui, les loyers en fait c'est pas un revenu, c'est une charge, donc forcément le moins de loyer il reverse et le moins d'argent il a en charge. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il y a pas mal de scandales qui ont éclaté là-dessus, où les revenus se sont cassés la figure. On a aussi un marché à la revente qui est extrêmement plus compliqué aussi que l'immobilier traditionnel, donc il faut faire très très attention à ça, avec les rendements aussi qui sont pas non plus fous. On va être sur du 3,5-4% net. Enfin, je n'ai pas gardé le meilleur pour la fin, on va parler maintenant du crowdfunding immobilier, donc le financement participatif pour financer des investissements immobiliers de promoteurs. Je dis que c'est pas le meilleur parce qu'en fait on s'aperçoit que même si les rendements sont complètement dingues, d'accord, entre 8 et 12% offerts, en fait il y a un taux de non-remboursement qui est tel que grosso modo à l'échelle du secteur, si tu investis dans tous les projets du secteur, en fait tu n'as jamais 9% de rendement, tu vas plutôt être en rendement négatif parce qu'il y a trop de promoteurs qui ne remboursent pas. Alors le principe c'est que via une plateforme en ligne, on va pouvoir mettre 1000, 2000 euros et prêter cet argent pour acheter un terrain, construire un immeuble, et ensuite tout est fait, le promoteur va diviser l'immeuble, il va le revendre en lot, et puis une fois qu'il a fait réaliser l'opération, il va te rembourser ton capital plus les intérêts qui ont été fixés à l'avance. Alors effectivement les plateformes vont toutes te dire qu'elles sélectionnent les projets, etc. Sauf que n'empêche qu'il y a un moment, si elles n'ont pas de projet parce qu'il n'y a rien de rentable, elles vont pas gagner d'argent, d'accord. Donc il y a un moment en fait elles sont toujours prises en se dire ouais mais celui-là c'est un peu plus risqué, mais j'ai quand même envie de gagner de l'argent, donc je vais le proposer aux gens. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à une dérive qui est assez douce et qui va être très brutale quand il y aura beaucoup de défauts. Ça a été noté dans mes études de conseiller en gestion de patrimoine. L'UFC Que Choisir aussi a noté qu'il y avait beaucoup plus de défauts que ce que tu es affiché réellement. Donc si tu vas sur ce type d'investissement immobilier, d'accord, donc de prêter à des promoteurs, il faut vraiment diversifier, faire très attention, et je te souhaite bonne chance pour vraiment trouver ce qu'il faut. Pour finir cette vidéo, j'aimerais que tu me dises quel est ton objectif pour investir dans l'immobilier.
et par quel moyen, quel type d'immobilier tu vas y arriver, d'accord? Tu me dis ça dans les commentaires, et puis je suis content en fait si tu peux m'aider à, voilà, par ton expérience immobilière, à rajouter des informations qui ne sont pas dans cette vidéo, et bien n'hésite pas à me les faire passer dans les commentaires. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux regarder aussi cette vidéo, ce qui est 11 investissements rentables pour les petits budgets, si ça t'intéresse.